Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous sommes très heureux de vous retrouver ce dimanche matin sur le plateau de Sagesse Bouddhiste. De nombreuses études scientifiques ont démontré récemment que la pratique de la méditation et de la pleine conscience avait des effets remarquables sur le corps et l'esprit. Et si de plus en plus de personnes souhaitent commencer ou approfondir la méditation, celle-ci fait également son entrée dans la psychologie pour les patients et les médecins. Alors quels sont les liens plus précisément entre la psychologie et la méditation ? Les psychologues sont-ils formés durant leurs études à cette pratique ? Comment travaillent-ils ensuite et qui sont les pionniers de cette approche ? J'ai le plaisir d'accueillir pour en parler avec nous Nicolas Dinka. Nicolas Dinka, bonjour. Bonjour. Vous êtes psychologue clinicien. Oui, tout à fait. Vous avez rencontré la méditation et le bouddhisme il y a 12 ans à peu près. Et je précise que vous êtes également étudiant à l'école occidentale de méditation avec Fabrice Midal. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Un plaisir à partager. Alors, est-ce que vous pouvez nous rappeler comment est-ce que vous avez rencontré justement la méditation ? Dans quelles circonstances ? J'ai rencontré la méditation à l'âge de 17 ans, donc dans une recherche personnelle à cette époque-là, et par des lectures d'abord. Donc, c'est les ouvrages de Shögyam Trungpa qui m'ont beaucoup influencé dès cette période-là d'adolescence, de recherche. Et dans ces ouvrages, Pratique de la voie tibétaine, Le mythe de la liberté, Trungpa insiste toujours sur la pratique de la méditation. Il dit, si vous voulez comprendre ce que je vous enseigne, il faut absolument que vous pratiquiez la méditation, sans quoi ça restera théorique. Alors ça m'a quand même beaucoup interrogé. Et j'ai commencé à pratiquer au Dojo Zen de Paris, donc à la ZEDI, pendant plusieurs années, de manière très assidue, chaque semaine, d'apprendre la méditation, zazen, de manière rigoureuse comme ça. Et puis il y a un moment qui a été un tournant, c'est en 2002, la biographie de Shögyam Trungpa, qui est parue en français, écrite donc par Fabrice Midal, dont vous parliez à l'instant. Et cette biographie me faisait vraiment comprendre que ce qui m'intéresse dans le travail de Trungpa, c'est l'abord de la méditation et le rapport à l'Occident. C'est ces deux choses-là qui sont vraiment importantes pour moi, qui étaient à ce moment-là en formation en tant que psychologue. Alors justement, donc parallèlement à ça, vous entamez vos études de psychologue, vous commencez votre carrière. Comment est-ce que ça s'est passé ? La jonction n'a pas été évidente toujours à faire entre les deux mondes. Donc j'étais pratiquant de la méditation d'un côté, étudiant de Fabrice Midal de l'autre que j'avais rencontré grâce à cet ouvrage sur Shögyam Trungpa. En même temps, je me formais à l'université française en tant que psychologue clinicien, des études quand même très scientifiques. L'université s'appelait René Descartes, c'est bien un signe que l'université française pense dans une certaine direction, assez intellectuelle, très bon théoricien, et un rapport à la pratique qui est des fois un peu défaillant. Et on se demande quel rapport ça a avec la pratique en tant que clinicien. Et beaucoup de jeunes collègues qui se retrouvent à être diplômés arrivent sur le monde du travail et n'ont même pas appris à dire bonjour à quelqu'un. On se retrouve devant les personnes en souffrance, on ne sait même pas comment s'adresser à eux. Alors justement, vous avez fondé l'association Jeunes et Psy. Quelle est cette association ? Qu'est-ce qu'elle propose ? L'université propose une formation assez solide. En même temps, la méditation n'est pas incluse dans la formation, évidemment. Et à ce moment-là, Jeunes et Psy est venu comme une réponse qui a mûri, qui est devenu assez évident. Il faut proposer de la méditation pour les collègues qui sont psychologues cliniciens. Et il faut leur donner cette chance de découvrir cette ressource qui est pas évidente, parce qu'on la propose pas du tout à l'université. Comme vous savez, la psychologie et la méditation sont deux champs tout à fait séparés. On ne parle jamais du bouddhisme à l'université, à part dans les domaines vraiment orientaux. Mais c'est pas un champ qui est pris au sérieux par les sciences dites dures, enfin la médecine, la biologie, la psychologie. La méditation, comme aborde l'expérience, n'est pas du tout prise en compte. Mais est-ce que cette association s'adresse uniquement aux jeunes psy, donc aux psy trentenaires comme vous, ou à des générations précédentes ? Alors, l'objectif premier était de s'adresser aux jeunes psy, parce que c'est vrai que cette association, j'en suis le président, mais je ne l'ai pas fondée seul. Je l'ai fondée avec deux collègues qui sont tout à fait intéressés par la méditation et qui sont aussi cliniciens, Anne-Céline Carly et puis José Martinez. On a fondé cette association en se disant, jeunes psy, ça peut parler aux jeunes collègues qui sont en cours d'études ou qui vont finir leurs études ou qui sont en train de commencer à travailler. Et en même temps, on n'est pas dans un jeunisme, c'est pas ça la question, c'est juste jeune parce qu'il y a une mentalité un peu nouvelle qui pourrait faire peur un peu aux plus anciens. Et les jeunes se disent comme ça, un peu plus aventuriers, ils peuvent arriver à penser qu'il y a un rapport entre psychologie et méditation. Donc jeune psy, ça a été appelé comme ça. Mais non seulement c'est pas seulement pour les jeunes, mais en plus c'est pas seulement pour les psychologues. Et d'autres personnes qui sont intéressées par ces sujets peuvent venir nous rencontrer, peuvent assister à nos travaux, à nos présentations. Et alors, qu'est-ce que la méditation vous apporte à vous en tant que psychologue ? Comment est-ce que vous la vivez ? Alors en tant que psychologue clinicien, c'est moi vous le dire, ça m'apporte beaucoup de choses. C'est vraiment quelque chose qui est essentiel.
Et c'est presque une boutade, mais c'est en même temps vrai. Je vois pas comment on peut faire sans. Je vois pas comment les collègues peuvent arriver à pratiquer leur travail de thérapeute, recevoir des patients, travailler avec la souffrance qu'ils entendent tous les jours, sans cette ressource-là de la méditation. Alors concrètement, qu'est-ce que cela vous apporte? C'est une ressource naturelle de l'esprit, on pourrait dire, une ressource, le fait que le présent se ressource de lui-même. C'est pas quelque chose qui est déjà connu d'avance, c'est quelque chose qui réapparaît à chaque fois à neuf. Donc entre deux patients, comment je fais pour arriver à oublier ce qu'on vient de me dire, souvent des choses douloureuses qui génèrent de l'angoisse, de la difficulté, comment arriver à rebondir? La méditation, c'est évident, apporte ça. Entre deux patients, je me ressource, je reviens au moment présent, et ça devient plus facile de m'adresser à la personne suivante et de l'écouter. Donc en fait, cela crée une espèce d'espace d'accueil finalement. Tout à fait, oui, ça crée un espace d'accueil. Ce qui est fondamental. Comment arriver à entendre quelqu'un si on n'a pas d'espace en soi pour l'écouter, pour entendre vraiment ce qu'il nous dit, pour le regarder. Et ça, c'est des choses qu'on n'apprend pas non plus dans le métier. Et le fait d'avoir à répondre aux exigences des gens fait que des fois on s'oublie, on se perd. Alors qu'il faut arriver à se recentrer et à revenir pour créer cet espace. Bien sûr, et peut-être aussi supporter, entre guillemets, la souffrance de tous ces gens qui viennent vous voir. C'est très juste, vous avez entièrement raison. Bien sûr, là encore, la formation peut aider dans une certaine mesure à comprendre les gens qui viennent nous parler, qui nous arrivent. Mais on ne peut pas vraiment comprendre leur souffrance à moins de la ressentir soi-même personnellement. Et évidemment, c'est un métier où on est extrêmement touché à longueur de journée par une grande souffrance, comme vous le dites. Et là, la méditation permet à nouveau de se ressourcer et de ne pas rester collé à cette souffrance, mais d'avoir de l'espace là aussi pour l'accueillir. Et de manière plus générale, quel lien est-ce que l'on pourrait établir entre la méditation et la psychothérapie? L'un des points principaux, c'est l'ego. Tout à fait, vous avez entièrement raison, oui, puisqu'il y a eu ce colloque organisé justement par Jeune et Psy qui était au-delà du moi à la liberté, et dont le sous-titre était méditation, philosophie et psychanalyse. Et on voulait vraiment mettre en commun ces trois dimensions, la pensée occidentale, la philosophie, la psychanalyse, qui est une forme de psychothérapie très particulière, en cela que l'ego n'est pas central dans la psychanalyse, et le bouddhisme ou la méditation, pour qui, comme vous le dites, effectivement, l'ego est non seulement étudié très finement, mais est démonté dans ses mécanismes, et on voit bien que l'ego n'est pas central, et l'ego est une espèce de façon de se rassurer constamment qu'on existe, mais pas du tout essentiel à qui on est, fondamentalement. Ça, c'est un point effectivement très important, le fait qu'on pourrait inventer une psychologie au-delà du moi, ou sans le moi, sans cette référence au moi ou à l'ego. Et ça, le bouddhisme peut vraiment l'apporter à la psychologie aujourd'hui. Alors l'autre point fondamental, c'est l'intuition. L'intuition, oui, vous avez raison, bien sûr, l'intuition. De cet espace d'accueil dont on parlait, le fait d'arriver à être présent avec la personne à qui on parle, d'écouter ce qu'on ressent, d'arriver à créer un espace presque qui n'appartient à personne, qui est ni dans la personne qui nous parle, ni en soi. Entre les deux, il y a des échanges qui se font à un niveau parfois très subtil, qu'on n'arrive pas forcément à analyser, mais des éclairs d'intuition qui nous viennent et qui nous parlent. Vraiment, on entend ce que dit la personne, parfois plus qu'elle-même ne pensait en dire, et on peut lui rendre quelque chose et lui dire quelque chose, et sa réaction en général nous conforte ou nous montre que non, on n'a pas bien entendu. Mais l'intuition peut vraiment venir, et ça c'est un des trésors de la méditation, que de permettre ça. Alors un autre point important, c'est la compassion, justement, et vous venez de l'évoquer, c'est l'ouverture du cœur. C'est très important dans ce... C'est très important pour le bouddhisme, c'est très important dans la méditation, puisqu'on arrive à toucher quelque chose de son être plus profond, donc du fait qu'on est blessé à l'intérieur, quelque chose de tendre, quelque chose qui est touché par le monde. On le touche dans la méditation, c'est pas du tout théorique, la compassion, c'est quelque chose qu'on sent vraiment en soi-même. Et dans ce métier, comment on pourrait travailler sans la compassion? Alors le mot n'est pas utilisé en psychologie, on parle très peu de compassion, mais comment travailler sans ce sens de cœur, sans cet amour, il faudrait peut-être le dire. Et Jacques Lacan, le psychanalyste français, a osé dire une fois, le transfert c'est l'amour. Alors on pense toujours le transfert, c'est des choses inconscientes, infantiles, mais là c'est pas tant la question, il dit c'est l'amour, tout simplement. Ce qui permet que les gens se livrent autant, travaillent autant, traversent toutes leurs souffrances, c'est l'amour, c'est juste ça qui peut permettre de le faire. Et comment se situe la France par rapport aux autres pays dans cette pratique de la méditation en psychothérapie? Est-ce que vous-même, vous avez été plus, inspiré par des psychanalystes ou des psychothérapeutes français ou plutôt américains Alors actuellement, plutôt américains, effectivement. Il faut dire que les États-Unis, il faut leur rendre justice, ont quand même 30 ans d'avance sur beaucoup de domaines, mais notamment sur les rapports entre psychologie et méditation. Et je pense par exemple à des gens comme
Eric Fromm, par exemple, qui a créé un grand colloque avec Suzuki dans les années 60 sur psychanalyse et bouddhisme zen, ce qui est tout à fait même novateur ici en France, puisqu'il a fallu attendre 2010 le colloque Genepsi pour que le bouddhisme et la psychanalyse se parlent à l'université. C'est vraiment très longtemps plus tard. Des gens comme ça. Il y a une chaire de psychologie contemplative qui a été fondée dans les années 70, en 74 pour être précis, par un grand psychanalyste qui s'appelle Édouard Podvol, qui a travaillé avec Shögyam Trungpa. Donc aux États-Unis. Aux États-Unis. Ils ont fondé ensemble non seulement une université reconnue par l'État, mais une chaire de psychologie contemplative. Là encore, un terme qu'on emploie très peu en France, une psychologie contemplative. Et puis il y a bien sûr le travail de Jon Kabat-Zinn, qui est un grand pionnier, pas directement pour la psychologie, mais même dans le champ plus global de la santé, de la médecine, et qui s'est répandu jusqu'en France, mais seulement maintenant, alors que son travail date depuis 30 ans déjà dans les hôpitaux américains. Bon, mais alors quand même, ne soyons pas entièrement pessimistes. Est-ce que l'on n'assiste pas à une mutation dans ce domaine en France, notamment dans les hôpitaux peut-être ? Alors la mutation, il y en a une très certainement. Le métier lui-même est en train de changer, le métier de psychologue est en train de changer, les demandes changent, les pathologies changent aussi avec le temps. On est face à des demandes qui ont muté avec l'époque, avec la société. Donc effectivement, le stress ou la dépression sont extrêmement répandus. Donc il y a fort à parier que des techniques de conscience, de méditation, d'attention qui touchent à ces problématiques-là de dépression, d'anxiété, de stress vont se répandre dans les années à venir. Et il y a une mutation non seulement du métier, mais de la société tout entière. On assiste à ça aujourd'hui. Et le bouddhisme est vraiment une ressource pour arriver à accompagner cette mutation, puisque le bouddhisme n'a pas cessé de muter, de changer à travers les époques, à travers les lieux. Je pense vraiment qu'il y a une voie d'avenir de ce côté-là. Et vous me demandiez par rapport aux hôpitaux, ce qui se fait dans les hôpitaux psychiatriques. Ça arrive timidement. La pratique de la mindfulness ou de la pleine conscience, dont Christophe André est en France un des grands représentants, arrive timidement dans les hôpitaux, notamment à Sainte-Anne. Il faut préciser que Sainte-Anne peut se permettre de faire ce genre de choses puisque c'est un centre hospitalier universitaire, donc il y a une visée de recherche, d'innovation. Mais dans des centres psychiatriques lambda, on n'a pas le temps, on n'a pas les moyens non plus. Voilà, une question de moyens. Une question de coût, et les hôpitaux psychiatriques aujourd'hui sont un peu malmenés, et il y a surtout très peu de moyens. On ferme des lits, les postes ne sont pas reconduits. Comment arriver à proposer ça au plus de gens possible? Ça va sans doute se faire en dehors des hôpitaux à terme. Alors pour conclure, Nicolas Dinka, vous le dites, vous pratiquez vous-même la méditation depuis longtemps. Est-ce que vous envisagez d'introduire cette pratique dans vos propres sessions avec les patients pour suivre peut-être leur évolution? Alors je pourrais vous dire deux choses. La première, c'est que j'ai l'impression déjà de l'utiliser, alors sans qu'ils le sachent, sans leur dire, mais ça me semble une dimension essentielle de mon travail d'ores et déjà, cette dimension-là. Et puis je peux vous livrer un scoop. On pense avec des amis, des collègues de Genepsi, justement, dont je vous ai parlé, à créer une clinique de psychologie sur Paris, donc qui serait un cabinet libéral, qui permettrait de recevoir des groupes, des patients, pour travailler avec eux sur une dimension de méditation, d'attention, mais dans un contexte de psychothérapie. Voilà. Écoutez, vous reviendrez nous en parler. Avec plaisir. Merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui. Merci. Si vous souhaitez approfondir ce thème, voici quelques ouvrages que nous vous conseillons. Où tu vas, tu es, de Jon Kabat-Zinn, publié par J'ai lu. Un ouvrage qui s'adresse à toutes les personnes qui souhaitent commencer ou approfondir une pratique de la méditation pour se libérer du stress et trouver le chemin de la guérison. Carl Gustav Jung et la sagesse tibétaine de Radmila Mohankanin aux éditions Le Relier. Cette remarquable étude établit un parallèle entre le bouddhisme tibétain et la psychologie jungienne. Et enfin, Risquer la liberté, vivre dans un monde sans repères de Fabrice Midal aux éditions du Seuil. En s'appuyant sur la pensée de philosophes comme Nietzsche ou des artistes et poètes comme Rilke ou Cézanne, l'auteur nous montre le chemin à suivre pour mieux comprendre notre propre liberté et la cultiver. Vous pouvez voir et revoir cette émission pendant toute une semaine sur le site internet de France 2, rubrique Tous les programmes et Chemin de la foi. Merci à tous de votre fidélité. Je vous souhaite une très belle journée. À dimanche prochain.